Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il est temps pour nous de parler aujourd'hui des muscles pelvitrochantériens. Les muscles pelvitrochantériens donc sont composés de plusieurs muscles, le piriforme, l'obturateur interne, l'obturateur externe, les muscles jumeaux et le muscle carré fémoral. Ces muscles-là sont tous situés sur la partie proximale du fémur et vont avoir une action exclusivement sur l'articulation coxo-fémorale. Ils vont, par leur composante rotatoire externe, orienter le membre inférieur dans l'espace. Nous détaillons leur anatomie tout de suite. On commence par une vue postérieure. Donc ici, on sera en supérieur et ici en latéral. Eh bien, il faut ensuite construire le bassin avec le sacrum, crête sacrale médiane, crête sacrale intermédiaire et crête sacrale latérale. Ensuite viennent les disques intervertébraux. Donc en haut, le disque L4, L5, ici le disque L5 et S1. Les vertèbres lombaires. On ne dessine que la partie droite, celle qui nous intéresse. L'épine iliaque postéro-inférieure, l'épine sciatique. Avec la tubérosité ischiatique qui sera à ce niveau-là. On peut commencer à détailler leurs insertions proximales. Donc on peut commencer déjà par le muscle carré fémoral. Le muscle carré fémoral, il va commencer sur la partie latérale de la tubérosité ischiatique. Vous allez avoir ensuite les muscles obturateur interne et jumeaux. Pour cela, il faut qu'on mette en évidence tout de même le foramen obturé. Foramen obturé qui va être situé normalement ici, sur la face endopelvienne. On va pour cela créer un petit, voilà, on va créer un petit creux qui correspondra à l'émergence du foramen obturé. Donc ici, on va avoir l'obturateur interne et les jumeaux, qui en réalité débordent sur la face exopelvienne de l'os coxal, mais on va pouvoir les mettre en évidence ici. Le muscle piriforme, qui va s'attacher sur la partie antérolatérale du sacrum, et on peut quand même schématiser sa terminaison, son origine, pardon. On va détailler son anatomie précise au niveau du schéma suivant. En orange, nous avons l'obturateur externe. Si nous voulons mettre en évidence l'obturateur interne et les jumeaux, il part de la face interne endopelvienne du foramen obturé et sortira du bassin à ce niveau-là. Pour continuer de détailler l'anatomie, il est intéressant de faire apparaître le ligament sacro-épineux et le ligament sacro-tubéral, qui, comme leur nom l'indique, relie le sacrum à l'épine sciatique et à la tubérosité ischiatique. Il nous faut maintenant construire l'épiphyse proximale du fémur. Qui forme un angle de 130 degrés avec la diaphyse fémorale. Grand trochanter. Voilà. On peut, si on le souhaite, schématiser le début de la ligne âpre. Il est possible maintenant de schématiser la terminaison de ces muscles.
Le muscle carré fémoral va terminer sur la face postérieure du grand trochanter, qui correspond donc à cette saillie. On va la mettre un petit peu plus latérale. Voilà, pour bien la mettre sur le grand trochanter, la face postérieure, là où il se termine. Ensuite, le muscle piriforme, lui, va terminer sur la face supérieure du grand trochanter. Et les muscles obturateurs internes et externes vont terminer l'un à côté de l'autre sur la face médiale du grand trochanter au niveau de la fosse intertrochantérique. Ils vont donc coiffer postérieurement le col fémoral et le stabiliser. Et maintenant, on peut faire apparaître leur trajet. Ici, le trajet du muscle obturateur externe. Le muscle carré fémoral, qu'on peut également schématiser. Donc, tubérosité ischiotique partie latérale et face postérieure du grand trochanter. Ensuite, donc, il nous reste obturateur interne et jumeaux. Voilà, donc, il passe en profondeur du muscle obturateur externe. Et là, on a le muscle qui apparaît. Et le piriforme, donc, qui va passer dans la grande incisure sciatique, entre le IPI et l'épine sciatique, et terminer sur la face supérieure du grand trochanter. Voilà. Et ici, nous avons le muscle piriforme. Petit schéma à côté pour détailler l'origine de ces muscles qu'on a donc schématisés globalement ici, mais qui ne sont pas extrêmement précis. Je m'explique. Le piriforme, en réalité, s'attache non pas sur la face postérieure du sacrum, mais sur la partie antéro-latérale. C'est-à-dire que si on fait un sacrum de face, ici le corps du sacrum, avec les foramen sacro-antérieurs. Alors, donc on détaille un peu plus l'origine du piriforme qui, du coup, s'insère sur la partie antéro-latérale du sacrum en regard des foramen sacro-antérieurs 2, 3 et 4. La particularité, il va avoir un trajet transversal comme ceci. Et donc le nerf sciatique va passer en dessous. Donc il part de L4 à S3. Et il va passer en dessous pour aller ensuite vers le bas et l'arrière. Ça, c'était pour le muscle piriforme. On peut détailler un petit peu plus aussi l'obturateur interne et l'obturateur externe, pour avoir une idée assez précise de là où il s'attache. Donc là, on va faire une vue médiale endopelvienne de l'os coxal, avec la ligne innominée, épine sciatique, tubérosité sciatique et foramen obturé. Recouvert en grande majorité par la membrane obturatrice. Eh bien, l'obturateur interne, comme son nom l'indique, va s'insérer sur le pourtour du foramen obturé ainsi que sa partie interne.
Ça, c'était pour l'obturateur interne. Maintenant, pour l'obturateur externe et les jumeaux, on va cette fois faire la face exopelvienne de l'os coxal en vue antérieure. Donc je ne dessine pas tout le bassin de face. Ici, branche supérieure du pubis, branche inférieure, foramen obturé. Ici, la branche inférieure avec la tubérosité ischiotique. Là, on peut dessiner le IAI pour placer l'acétabulum. Petit trochanter, grand trochanter. Voilà. Donc là, on n'est pas sûr, l'angle n'est pas respecté. Normalement, ça fait bien 130 degrés, mais là, c'est juste pour détailler l'insertion. On ne reste pas beaucoup. Toujours le foramen obturé, majoritairement obturé par la membrane obturatrice. Et bien l'obturateur externe, lui, va s'attacher comme ceci. Et son trajet sera assez important étant donné qu'il va aller vers la face médiale du grand trochanter. Il va tout de même passer en arrière du col fémoral. Et donc sa proximité avec l'articulation coxo-fémorale fait que c'est un stabilisateur actif très important de cette articulation. On reviendra sur les différents schémas pour détailler l'innervation. On peut déjà commencer à la décrire ici. Pour commencer, donc, on peut schématiser sur un autre calque le nerf sciatique. Nerf sciatique qui n'innerve pas les pelvitrochantériens, mais qui est en rapport important avec le nerf sciatique. Donc il passe en dessous du muscle piriforme et va ensuite rejoindre obliquement la face postérieure du fémur. Il va cheminer à l'intérieur d'elle avant de donner ses divisions en regard de la fosse poplitée. Non, le nerf sciatique, on ne le fait pas apparaître trop fort parce qu'on a d'autres nerfs à décrire. Les muscles pelvitrochantériens sont notamment innervés par le plexus sacré, c'est-à-dire le plexus qui émerge des racines L4 à S3. Alors, on va masquer temporairement le nerf sciatique pour faire apparaître les autres nerfs. En regard de L5, S1, S2 notamment, vous allez avoir donc les branches du plexus sacré et nerf glutéal inférieur notamment. Donc vous allez avoir un ensemble de câbles nerveux qui va transiter dans cette région. Donc vous allez avoir un nerf pour l'obturateur interne et les jumeaux, un nerf pour l'obturateur externe et le carré fémoral. Et ils vont cheminer par là. Donc ils vont sortir de ces racines-là. On les détaillera un peu plus en précision lorsqu'on fera le plexus sacré. Donc un nerf pour l'obturateur interne et le jumeau supérieur. Un nerf pour le carré fémoral et le jumeau inférieur. Donc je corrige ce que j'ai dit il y a quelques secondes. C'est un nerf pour le jumeau inférieur et le carré fémoral, un autre nerf pour l'obturateur interne et le jumeau supérieur. L'obturateur externe, lui, n'est pas innervé par le plexus sacré. On va reprendre le schéma de la face exopelvienne de l'os coxal, qui sera
ici, lui va plutôt être innervé par le nerf obturateur qui va arriver comme ceci, se diviser en deux branches, superficielle et profonde, et donner un rameau pour le nerf obturateur. Le schéma, il est où? Voilà, donc cette branche-là, là, est à destination du muscle obturateur externe. C'est donc bien le nerf obturateur qui fait partie du plexus lombaire qui innerve ce muscle. Ensuite, le piriforme, on n'a pas décrit son innervation. Où est-il? Il est là. Alors, le piriforme, vous allez avoir son nerf racine S2, parfois S3, qui va tout de suite émerger du bassin et venir donner des branches. Ce nerf s'appelle nerf du piriforme. Donc directement issu du plexus sacré. Concernant leur vascularisation, donc vous allez avoir, si on reprend notre schéma global, vous allez avoir une artère qui est issue de l'artère iliaque interne, qui va passer sous le ligament sacro-épineux, qui va s'appeler l'artère glutéale inférieure, qui va également passer sous le muscle piriforme, et l'artère glutéale inférieure va donner des rameaux aux muscles qu'elle croise. Donc tous les muscles pelvi-trochantériens, sauf, je fais exprès l'erreur, l'obturateur externe. Il n'a pas la même innervation, il n'a pas non plus la même vascularisation. En effet, vous avez également l'artère obturatrice qui va passer à ce niveau-là et va lui donner une branche. L'artère obturatrice qui est également issue de l'artère iliaque interne, mais qui est une artère différente, donc qui nécessite de la décrire. Au niveau de leur action, donc c'est surtout rotation externe de coxo-fémoral. Retenir que le rapport important du piriforme est le nerf sciatique qui passe juste en dessous de lui. Donc si vous avez un muscle piriforme qui est spasmé, ça peut entraîner une irritation du nerf sciatique et donc les signes neurologiques associés. Vous avez notamment un test médical qui s'appelle le LASEG pyramidal, c'est l'ancien nom du piriforme, qui consiste à mettre en tension le muscle piriforme. Si vous avez des paresthésies qui se déclenchent dans la face postérieure de cuisse notamment, ça veut dire que le muscle piriforme est impliqué dans la névralgie sciatique du patient ou de la patiente. Dernier dessin pour montrer tout de même les rapports étroits avec les viscères. Vous avez notamment les viscères de l'hypogastre qui sont en rapport avec les muscles de la hanche. Pour cela, on fait une coupe frontale du bassin et on regarde de face. Première chose à faire, voilà le cœliaque coupé avec la branche pubienne, ici c'est la branche inférieure, avec la membrane obturatrice qui recouvre la quasi-totalité du foramen obturé, pardon, avec l'obturateur externe juste devant la membrane obturatrice, l'obturateur interne qui va aussi recouvrir le foramen obturé, en dedans du muscle obturateur interne, vous avez les muscles des périnées qui apparaissent. Ici, le muscle principal du périnée, muscle élévateur de l'anus. Et le tapis musculaire, le reste du tapis musculaire qui forme le périnée,
Donc il est en situation inférieure entre ischion et pubis, et les autres ischions et pubis contralatéraux. Ici, les muscles du périnée. Vous avez également, si on est puriste, le long adducteur ici. Voilà. Donc, les viscères en rapport avec ces muscles sont les viscères hypogastriques. Donc chez l'homme, on aura notamment la vessie, et en dessous, la prostate. Chez les femmes, on aura la vessie et l'utérus qui sera situé en arrière. L'utérus étant situé en arrière et un petit peu en haut de la vessie. La prostate, elle, fait suite au sphincter strié de la vessie. C'est la raison pour laquelle, chez l'homme, vous aurez la prostate en dessous. Et si on veut schématiser l'utérus, l'utérus, lui, sera plutôt ici. Donc ici, le dôme utérin, avec les trompes, un fondibulum, etc. etc. Voilà, l'utérus, lui, sera plutôt passé ici. Autre élément assez important en rapport avec l'obturateur interne notamment, vous allez avoir entre les muscles élévateurs de l'anus, obturateur interne et les muscles du périnée, un canal très important. Le canal pudendal avec artère, veine pudendale et surtout nerf pudendal. On n'a pas encore parlé de ces structures, on va pouvoir dire un petit mot maintenant. Le canal pudendal, donc le nerf pudendal, émerge des racines sacrées S2, S3, S4 et va innerver notamment les muscles du périnée et les organes génitaux externes. Cette structure anatomique est facilement comprimée dans son canal qui est dans l'ischion, dans le fascia de l'obturateur interne. On appelle ça anciennement le canal d'Alcock. Cette structure, lorsqu'elle est irritée, provoque des paresthésies, des douleurs dans les organes génitaux externes, des douleurs au rapport et des douleurs notamment sur la partie inférieure du périnée. Douleurs extrêmement difficiles à traiter, donc vous avez plein de solutions. On injecte des produits chimiques dans le nerf, on lui envoie de l'électricité, etc., etc. Il y a beaucoup de solutions pour pas beaucoup de réussite. En ostéopathie, il est possible de faire quelque chose, simplement. La plupart des névralgies pudendales qui sont diagnostiquées, elles sont déjà présentes depuis au moins plusieurs mois. Donc la douleur a eu le temps de s'installer. Lorsque vous avez une douleur aiguë, c'est plutôt les nerfs périphériques qui vont envoyer un message aux ganglions spinaux de la colonne vertébrale. Ce sont ces nerfs-là qui sont responsables de la douleur. Quand la douleur passe à la chronicité, lorsqu'elle est supérieure à 3 mois, c'est les ganglions de la colonne vertébrale qui restent surexcités, comme si le corps partait du principe que de toute façon cette zone-là faisait mal. La névralgie pudendale, pour cette raison, est extrêmement difficile à faire partir, étant donné que le corps s'est tellement habitué à ce que le nerf soit hyperexcité, hyperalgique, il est très difficile, d'une part, de faire une prise en charge longue, les patients abandonnant au bout de quelques séances, et d'autre part, d'avoir un résultat. Il faut donc pour cela, lorsqu'on rencontre cette pathologie, être patient et connaître l'anatomie de ce canal d'Alcock qu'il faudra travailler et retravailler. Je vous remercie pour votre attention.